Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Chers amis, nous vous saluons encore une fois dans le cadre de cette série qui s'appelle « Je m'en souviens », mais qui se centre beaucoup sur le 375e anniversaire. Des détails de ce que je vous raconte déjà peuvent être lus et vus dans un ouvrage publié aux éditions du Journal qui s'appelle « Montréal 60 événements qui ont marqué l'histoire de la ville ». Alors, si jamais vous allez chez le libraire, jetez un coup d'œil. Mais pour l'instant, je vous livre justement quelques éléments et commençons par le régime de la Nouvelle-France. Nous sommes rendus en 1701. Pouvez-vous imaginer que Montréal-Ville-Marie aurait dû avoir le siège des Nations Unies? Les premières Nations Unies se sont réunies ici, en 1701. Prenez la plupart des grandes et farouches nations indiennes, l'Amérique du Nord, bien sûr, y compris celle de l'actuel Midwest américain, qui faisait alors partie de la Nouvelle-France. C'était chez nous. Et réunissez tous ces chefs-là et leurs guerriers avec leurs beaux costumes dans une grande assemblée à Ville-Marie, à la Pointe-à-Calière, où M. Hector de Calière, le gouverneur de Montréal, les a réunis. Comment est-ce qu'il a réussi ça? Il a envoyé des éclaireurs voir chaque nation et leur dire « Il est grandement temps qu'on parle de paix et en même temps d'affaires. » C'est là que le nom de Ville-Marie disparaît tranquillement pour céder sa place à celui de Montréal, métropole de la fourrure notamment. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous en 1701. L'initiative avait quelque chose de fou à cette époque, puisque les Amérindiens l'avaient alors voulu. Ils auraient pu exterminer facilement tous les Montréalistes s'ils l'avaient voulu. Alors, ils avaient l'avantage du nombre. Il n'y avait même plus d'Amérindiens dans Montréal que de soldats français. Imaginez-vous, nous étions à peu près 1500 pour surveiller à peu près 2000 visiteurs. Ils avaient donc l'avantage du nombre. Combien de nations étaient représentées? Il y en avait 39. Et même 40 en comptant les Français. Alors, cet immense sommet international a marqué l'histoire diplomatique, dans le fond. Nous sommes à l'origine de la diplomatie, en Amérique du Nord, en terre hostile, sauvage, comme dirait l'autre. Alors, en forçant un peu le trait, on pourrait peut-être dire que Montréal, avant New York, a vu son sommet des Nations Unies. Et parmi les invités, citons les Oniyut, les Onontague, les Goyogwen, je ne les nommerai pas tous parce que, évidemment, il y en a 40 nations. Les Sauteux, les Algonquins du Nord et des Grands Lacs, les Miamis, les Illinois, les Renards. Comme vous voyez, il y en avait et il y en avait encore. C'était un spectacle absolument étourdissant pour les Français qui accueillaient. Alors, ils ont parcouru, ces Amérindiens-là, 1500 kilomètres pour venir assister à cette grande conférence internationale dans le dos des Anglais. Ça, c'est le coup de maître de Hector de Calière. Alors, il fallait avoir de bons éclaireurs pour aller convaincre ces Indiens et leur lancer une invitation pour dire « Venez à Montréal » en 1701. Et pour expliquer la situation d'alors, disons que les Français sont aux yeux des Amérindiens les meilleurs alliés. Ils étaient plus généreux que les Anglais en raison de leur petit nombre aussi, ils donnaient des plus beaux cadeaux, et ils étaient plus sympathiques, se mêlaient à eux, apprenaient leur langue, ce que faisait pas l'Anglais, qui dans son fort, le dimanche, pourrait se permettre d'ouvrir les portes, prendre les fourrures des Amérindiens, leur donner un peigne, des ciseaux ou des couteaux, et de fermer les portes et ne plus se mêler avec eux. Alors les Anglais qui peuplaient intensivement leur colonie et empiétaient partout où ils s'installaient, c'est le propre du conquérant anglais, d'envahir le territoire, d'attendre que la table soit mise et ainsi s'asseoir et se servir. Alors les Français, en revanche, par contre, possédaient un immense territoire, mais il n'y avait pas assez de monde.
et ils avaient un cruel besoin des Amérindiens. Si nous avons tenu 200 ans de temps avant que le conquérant anglais nous batte, dites-vous bien que c'est grâce à nos alliances avec les Amérindiens. Nous n'avions donc pas de passé génocidaire, contrairement à ce que certains ignorants vont vous dire. On leur a volé le pays, on leur a enlevé le pays. On ne l'a jamais volé, on ne l'a jamais pris. On l'a tout simplement partagé avec les Amérindiens, en échange de quoi nous faisions un commerce privilégié. Alors, les attaques iroquoises se multipliaient à l'époque quand même. Et Frontenac, l'homme de la situation, un frondeur, un gars qui a 72 ans allait faire encore des razzias. Alors, il fait face au danger et il y en a un qui s'annonce vers la Nouvelle-France. Et toujours est-il que le nouveau gouverneur, Hector de Calière, qui arrive avec l'intention, lui, de pacifier toutes les nations amérindiennes plus ou moins hostiles aux Français, et après un échange de prisonniers, il obtient enfin une paix partielle dès septembre 1700. Je vous en ai parlé dans un autre volet, mais son objectif est de conclure une paix totale. Et pour ce faire, il multiplie avec l'aide des interprètes des démarches auprès de ces Indiens dont je nommais tout à l'heure, les Miamis, les Sioux, les Illinois, etc., les Iroquois même. Alors imaginez cette mémorable assemblée, ça se passe un 25 juillet 1701 dans le Vieux-Montréal, là où se trouve l'actuel musée de Pointe-à-Calière. Heureusement, le terrible chef Huron, qui s'appelait Kondiaronk, dit le rat, un gars fort, qui était fort en voix mais en muscles, et va calmer ceux qui auraient des plans d'en profiter, vu la loi du nombre, d'assassiner les Français. Alors, comme tous les autres Indiens avaient peur de ce chef Huron, il était calme et mauvais à la fois. Il va te les mettre à leur place et les inviter à la docilité durant cette festivité ou ce grand sommet. Alors, les bienfaits de la Grande Paix vont pas tarder à se faire sentir quand même. 1 an plus tard, les Iroquois demandent la présence de missionnaires catholiques pour devenir des papistes, pour devenir des catholiques. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Alors Calière, homme de la Grande Paix, va mourir en paix, célibataire. Il va être inhumé chez les Récollets à Québec. Et c'est incroyable de voir comment les nations vont pleurer la mort de cet homme de paix. Ces incroyables Nations Unies avant l'heure ont tout pour être une source d'inspiration et d'admiration pour notre jeunesse actuelle, si éprise d'internationalisme. Nos jeunes qui n'étudient pas l'histoire, qui ne connaissent rien de ça, ça ne les dérange pas. Ils sont des internationalistes. Ben voilà un exemple qui part pourtant de notre petite histoire du Québec à nous. Encore faudrait-il, par contre, que la Grande Paix de 1701, ce sommet diplomatique de haute voltige, soit enseigné dans les cours d'histoire de nos écoles, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Alors, cette Grande Paix de Calière est un événement unique dans l'histoire de la Nouvelle-France et de Ville-Marie, qui, je le répète, perd petit à petit son nom de Ville-Marie pour opter pour Montréal. Et comme on développe le commerce, c'est le but de Calière, voilà qu'il va falloir développer aussi les voies terrestres. Il y a la voie fluviale. On prend nos canaux et on descend à Québec. Évidemment, parce que le courant nous descend à Québec. Et on monte à Montréal, contrairement à ce qu'on répand souvent dans le langage populaire. Mais ça prenait aussi une voie terrestre. Et on ne s'imagine pas quel a été l'effort pour justement intensifier le commerce entre Québec et Montréal, de créer un chemin qu'on va dédier au roi, qui va relier Montréal et Québec. Alors, on mesure mal de nos jours les efforts prodigieux qu'il a fallu faire pour ouvrir, sans machinerie lourde, sans bulldozer par exemple, à force de bras, à l'aide de chevaux et de bœufs,
une route qui va relier Montréal à Québec. Et l'inauguration du chemin du Roi va donc couronner 3 décennies de labeur, décision de construire une route qui longe le fleuve, là où se trouvent justement ses habitations, comme le dit l'historien justement Charles-Christian Morisseau, et grâce à ces corvues du Roi, eh bien, le grand voyer Eustache Lanouillet de Boisclair peut entreprendre les travaux dès 1731. Et au terme du chantier, en 1737, ça prenait moins de temps que nous autres à faire la 30, comme on en a parlé dans les actualités. Le chemin du Roi fait quand même 7,5 mètres de large et s'étire sur une distance de 280 km à travers 37 seigneuries. Alors, comme vous voyez, c'était ardu, mais on était des gens qui ne paraissaient pas et on ne flânait pas. On mettait la main à la pâte et puis on s'y mettait pour réaliser ce projet de rêve pour les autorités de Montréal et de Québec. Et finalement, qu'est-ce que ça va donner? Ça intensifie le commerce. On parlait de la paix de Cadière tout à l'heure, pour le commerce de la fourrure. Il y a le commerce et les échanges, les approvisionnements. Si l'armée de Montcalm plus tard va se battre à Québec, il faudra que Montréal aille alimenter. Et on va prendre le chemin du Roi. On y va comment? On y va à cheval. Et ça va aller assez vite quand même. Ça prenait 2 jours par le chemin du Roi pour aller, par exemple, à Trois-Rivières. On y passait la nuit, on reposait le cheval et le lendemain, eh bien, on recommençait. La métropole, en 1737, ça devient indubitablement Québec toujours. Mais, petit à petit, le titre de métropole va être menacé par Montréal. Pourquoi? Parce que Québec est la métropole, parce qu'elle construit des bateaux, elle a une brasserie. Ville-Marie va devenir Montréal, mais elle n'a pas encore développé son port, elle n'a pas encore attrapé la ville de Champlain. Et le cordon ombilical terrestre qui relie finalement les 2 villes sur le chemin se développe tranquillement avec de nouveaux domaines. Et à Montréal, au sud de l'actuelle rue Berry, dans le Vieux-Montréal, se trouvait jadis la Porte de Québec, une belle porte monumentale aussi belle que la Porte Saint-Jean dans la vieille capitale qui faisait la fierté de Montréal. C'était la limite du fort de Montréal, ça, de l'époque. Et évidemment, on a tout démoli à la faveur de l'industrialisation et du régime anglais. Alors, cette porte de Québec, on a déjà essayé par maintes tentatives de la ressortir de terre en 92 lors du 350e anniversaire de Montréal. Ça a été peine perdue. Le maire Bouc n'a pas voulu nous écouter. Québec était contre les reconstitutions. Quelle insignifiance que d'invoquer des arguments aussi farfelus. Dans le fond, c'est parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas reconstituer tout ce qui nous rappelle le régime français. Sur les ondes de CKC, moi-même à l'époque et à 98.5, j'ai constamment exhorté à ce qu'on rebâtisse la Porte de Québec. Nous en avons toujours les plans, d'ailleurs, les religieuses possèdent les plans. La ville de Québec a encore de magnifiques portes anciennes. Pourquoi Montréal ne pourrait pas ressusciter cette belle Porte de Québec et donner un charme pédagogique à Montréal et à la fois touristique, pédagogique parce que les petits élèves pourraient venir visiter le Vieux-Montréal et regarder ce monument qu'est la Porte de Québec et voir ce que c'était la vie à cette époque-là. Mais non, on est contre les reconstitutions au Québec. On nous dit nous ne sommes pas Walt Disney. Mais on n'est pas capable de comprendre dans ces hauts lieux d'intellectuels à pipe que, justement, les reconstitutions finissent par se faire salir par la suite, de vieillir et d'atteindre presque l'âge de l'époque et en même temps devenir un témoin pédagogique pour l'enseignement de l'histoire. Mais au petit gouvernement, alors comme aujourd'hui, on se dit contre les reconstitutions. Ma seule consolation a été à l'époque que le président du comité exécutif, qui était M. Forciot, avait donné le nom de chemin de la Porte de Québec à l'arrière, qui part de cet emplacement, rue Berry, à la limite du Vieux-Montréal du temps.
Et quant à ce 375e que vous goûtez actuellement, il faut bien admettre que le passé et l'histoire n'intéressent guère nos âmes éteintes. Et pourtant, la présence de ces souvenirs que l'on efface rappellerait la grandeur des hommes et des femmes de cette époque et de ces événements. Mais la route qui relie Montréal à Québec en passant par Trois-Rivières qui est la ville médiane, qui est à peu près à distance égale entre Québec et Montréal, joue un rôle important également. Alors cette route, ce chemin du roi, qui existe encore de nos jours, on y a même apposé des panonceaux pour vous le rappeler, ce souvenir de la Nouvelle-France. Cette route, ce chemin du roi, devient rapidement l'épine dorsale du pays du temps, du pays de la Nouvelle-France qui se développe. Et encore aujourd'hui, la mythique route Montréal-Québec, qui se fait en moins de 3 heures, a une dimension symbolique. On peut dire aussi que la rivalité entre ces deux villes va maintenant être d'autant plus forte qu'il existe entre elles un lien qui les incite à se comparer sans cesse. Et Québec perdra avec le temps, dans l'évolution du temps, dans le régime britannique, comme je vous en parlerai ultérieurement, son titre de métropole grâce justement au dragage du fleuve Saint-Laurent à partir du lac Saint-Pierre où les gros bateaux ne pouvaient pas naviguer pour venir dans le Vieux-Montréal. Et ce dragage, et avec l'invention du bateau à vapeur, M. John Molson va mettre de l'argent pour évidemment faire des activités à partir de sa brasserie rue Notre-Dame à Montréal, dans le bas de la ville, et petit à petit, avec cette industrialisation, déclasser Québec avec son titre de métropole du Canada. Québec qui construisait alors surtout, faisait de la bière, mais construisait surtout des bateaux. Et le bois servait comme élément de base, mais l'apparition des fonderies et du bateau à vapeur, eh bien tout ça va venir changer la vocation de Québec en faveur de Montréal. Et tous ces bouleversements, tout cela part de la Pointe-à-Cadière avec M. de Cadière, la grande paix, favoriser le commerce. Et ensuite de ça, on le voit justement, ce chemin du roi qui favorise, intensifie le commerce. Et le brassage économique va amener des changements. Il va y avoir, par exemple, le départ des animaux de ferme de la ville de Montréal, de la ville-Marie. Si on veut, cette petite ville y était de coutume avoir dans son logis, je ne sais pas moi, une chèvre, une vache à la porte, où on mettait un bœuf tout simplement dans la cour arrière. Ça crée des problèmes d'hygiène. Peut-on imaginer en 1755? Eh bien là, il y a une décision politique qui va être prise et qui va transformer Montréal à tout jamais. C'est un événement qu'évoquent rarement les historiens. Mais Mario Robert, le grand chef archiviste de la ville de Montréal, lui, s'en souvient et il a publié des ouvrages à ce sujet, le départ des animaux de Ville-Marie pour s'en aller en banlieue au pied de la montagne où on avait des belles terres, là, il n'y a pas de doute, avant même que l'industrialisation s'empare de ces belles terres fertiles. Alors, jusqu'à maintenant, hommes et animaux cohabitaient ensemble à Ville-Marie ou Montréal. Des fermes jouxtaient les maisons et bien souvent, le premier étage était une ferme, tandis qu'on vivait au deuxième. Alors on accordait aux ânes, aux bœufs, aux poules, aux cochons, des accommodements raisonnables, comme on dirait de nos jours, et ceux-ci circulaient librement dans les rues de Ville-Marie. Ils vivaient intramuraux, à l'intérieur des murs, comme on aimait à dire à Paris, et c'est-à-dire dans l'enceinte de la ville. On en a cependant assez, et les choses vont changer quand on commence à se lamenter à propos de l'hygiène et de la circulation, quoi. Imaginez sur la rue Notre-Dame du temps, ou encore
le chemin de la commune, voir les animaux, les cochons, paître ou encore déranger le va-et-vient des brouettes à chevaux. Alors ça devenait un problème. On commençait déjà à parler de circulation congestionnée. C'est incroyable. Peut-on imaginer? Voilà que le 10 mai 1755, juste avant la conquête, en cette année aussi de honte pour un dénommé Lawrence en Acadie, la déportation, M. Jacques-Joseph Guiton de Montrepos, lieutenant général de la juridiction de Montréal, décide d'encadrer plus scrupuleusement la garde des bestiaux. Et vous allez les mettre dans des enclos ou en dedans, ou encore vous allez créer des fermes en dehors de la ville. Fini la voie publique comme lieu de pâturage et de broutage, et aussi de défécation, il faut quand même le répéter. Quiconque possède des animaux de ferme doit maintenant les garder sur son propre terrain. Il devient presque impossible dans la pratique d'élever des animaux en ville. On pouvait bien avoir des animaux chez soi, les garder dans la cour, mais de là à les laisser aller tout simplement sur le bord du trottoir ou prendre le chemin, ça devenait un problème. Ça devenait aussi un problème d'hygiène, un problème d'odeur, un problème de bruit, d'insalubrité. Alors, il est inimaginable aujourd'hui d'élever des cochons dans sa cour arrière, mais c'était commun à l'époque de la Nouvelle-France. Pour les fermes dignes de ce nom, eh bien, il fallait sortir de la ville, et qui est encore minuscule, cette petite ville. Il faut le dire, le centre-ville d'aujourd'hui était alors une forêt. La campagne qui s'étend autour de la ville fortifiée, je dis bien, va constamment reculer. Montréal s'urbanise et en expulsant ce qu'il y avait toujours comme contenu de campagne, c'est-à-dire des animaux, eh bien, elle donne la place à la construction d'autres bâtisses. Il y a un siècle, par exemple, Maisonneuve et Saint-Léonard, je parle du quartier, Maisonneuve et Saint-Léonard, étaient encore des champs. Même à Verdun, moi, dans ma jeunesse, je me rappelle, dans les années 50, rue Gordon, le poste CKVL, que vous connaissez, plusieurs d'entre vous, on avait pour voisin d'en face une fermette avec des cochons et des poules. On va ériger des lots de bungalows sur d'anciens champs de blé d'Inde. Cette distinction entre la ville et la ferme n'existe pas, du moins pas officiellement, avant 1755, et on salue les autorités d'avoir pris cette décision au nom de l'hygiène et de provoquer l'exil des animaux de ferme un peu en dehors de la ville. Alors dehors, les animaux de ferme, allez en banlieue ou dans la cour, mais vous ne serez plus dans la rue. Mais c'est drôle, la revanche du destin, l'agriculture se refait aujourd'hui. Elle prend une place en ville, soit dans notre cour, dans notre parterre, ou encore sur le toit des maisons, ou encore on a un jardin communautaire dans le quartier. Et avec les apiculteurs urbains, les jardins maraîchers sont sur les toits souvent, et il y a même notamment à Rosemont, pour élever des poules, un lieu, un enclos. Pourquoi pas, quand même. Mais excluons toutefois les coqs, dont le chant matinal nous rendrait un peu nerveux ou fous. Pourtant, c'est sympathique, un coq, mais c'est qu'il annonce l'éveil un peu trop tôt pour plusieurs Montréalais des temps modernes. On aime l'air frais et la nature, on aime les petits oiseaux qui chantent, les bêtes en font partie, et je ne dis pas qu'une porcherie aurait sa place dans le Myland, par exemple, mais pourquoi pas réintroduire un peu de campagne dans nos îlots bétonnés? On le voit dans le quartier Griffin, le combat fait rage depuis longtemps pour préserver les écuries du Horse Palace, dont on refuse de franciser le nom, ça va de soi.
C'est un nom que les conquérants nous ont encore imposé. La loi 101 n'a pas de portée. À quoi bon parler de la loi 101? Alors, les promoteurs d'immeubles à condos sont bien sûr gênés de la présence de ces chevaux. Mais les nez fins font la grimace en raison du crottin plus que d'autre chose. Mais franchement, ce qui rend la ville invivable de nos jours, c'est beaucoup plus le smog que des chevaux dans les rues de Montréal. Et toujours est-il, tant mieux s'il en est ainsi, si on peut améliorer la qualité de l'air, mais faire une place aux animaux, dont le Québec, dans le palmarès de la honte, faut-il le répéter, se situe au bas du palmarès parmi les provinces qui maltraitent le plus les animaux, notamment les chiens, les chevaux et les chats. Eh bien voilà, c'est un aperçu de la vie quotidienne à Montréal dans ce cas-là, mes chers amis, et ça me fait plaisir de vous entretenir encore une fois. Et dans le prochain volet, j'aborderai le dernier des derniers du régime français ou de Ville-Marie avant d'entreprendre le régime britannique et les lendemains de veille.